Terre des Hommes France, association de solidarité internationale. Terre des Hommes France, on est une organisation de solidarité internationale et on appuie des organisations locales en Asie, en Afrique et en Amérique latine pour la défense des droits des populations et notamment des droits économiques, sociaux et culturels, ce qui est droit à la santé, à l'éducation, au logement, à la terre, etc. En considérant que souvent ce sont des éléments qui ne sont pas considérés comme des droits de l'homme, les États, les populations ne savent pas ou oublient que ce sont des droits. On soutient une organisation péruvienne qui s'appelle FEDEPAS et qui travaille dans plusieurs régions du pays. Et là, je voulais vous présenter le cas de la région de Loreto, du lot 192, donc un cas d'exploitation pétrolière. Donc j'imagine que le Pérou, tout le monde situe où c'est, pays d'Amérique du Sud, il y a environ 30 millions d'habitants, 40% de la population qui est autochtone. Le pays se divise on a la région côtière, la région andine et la région amazonienne. On a plus de la moitié du pays qui est en région amazonienne. Et dans cette région-là, on a plus de 51 peuples autochtones. Ça représente environ 300 000 personnes. Ils sont répartis en 1780 communautés. On a 4 peuples autochtones, les peuples Quechua, Achuar, Quichua et Uranina, qui sont répartis en 122 communautés. En 1971, l'État péruvien accorde une concession pour l'exploration pétrolière dans cette zone. L'exploration pétrolière commence en 1975, il y a un oléoduc qui est construit, qui est en service en 1977. En 1984, on est 9 ans après l'exploitation pétrolière, et on a déjà le Bureau national des ressources naturelles qui dit que ce lot-là, dans cette région-là, c'est la zone la plus polluée du pays. On a 43 ans d'exploitation pétrolière. Dans ces 43 ans, on a l'Agence nationale de l'eau, le Bureau des ressources naturelles, la Direction régionale de la santé qui a fait X études dans la zone, qui a montré que ces bassins-là étaient extrêmement pollués, que les populations étaient malades. On a 3 des 4 bassins qui ont été déclarés en urgence environnementale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État péruvien s'est engagé à envoyer des aliments et de l'eau pure à ces populations-là. C'est des populations qui vivent de la chasse et de la pêche, mais qui chassent des animaux qui s'abreuvent dans des sources d'eau contaminées. Il y a déjà évidemment beaucoup de mortalité dans la biodiversité, mais en plus, les aliments qu'ils consomment sont pollués et l'eau qu'ils consomment est polluée. Polluée en métaux lourds, etc. Ici, on a des populations, 122 communautés, on a dit 4 bassins, etc. Elles se sont regroupées en fédérations autour des 4 bassins. Elles se sont mobilisées. On a dit qu'il y avait eu des études qui ont été faites, mais elles-mêmes, par exemple en 2006, elles ont décidé de former les jeunes de leur communauté en termes de moniteurs environnementaux. Donc ça veut dire pour voir sillonner la forêt amazonienne et voir où il y avait des fuites de pétrole. Entre 2007 et 2010, ils ont repéré 82 fuites de pétrole et 112 points de contamination. Et on a actuellement 123 dommages environnementaux qui sont reconnus dans la zone. Le Pérou a quand même un certain nombre de législations. Sur ce cas-là, on a 24 textes législatifs nationaux qui s'y réfèrent. On a un ministère de l'Environnement, on a des entreprises qui doivent donner des plans environnementaux, etc. On a des agences étatiques qui font des études, qui soulèvent des sanctions. On a la défenseur des peuples qui a aussi soulevé en 2008 que la région de Loreto, les autorités régionales en fait avaient failli dans leur plan de développement. Même si elles avaient des ressources de l'exploitation pétrolière, en fait, ils ont reconnu que ces populations-là avaient moins accès aux services de base que le reste de la population, en termes d'éducation, de santé, etc. Les populations, elles disent qu'elles ont des postes de santé, mais pas de médicaments, pas de médecins, elles ont trop peu de professeurs, etc. Entre-temps, le Pérou ratifie en 1994 la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, qui établit que les populations autochtones doivent être consultées avant tout projet affectant leur communauté. Le Pérou adopte une loi en 2011
pour mettre en œuvre cette consultation et dit que sur ce lot-là, le lot 192, ça va être la première consultation du pays. Sauf que les populations répondent très bien de nous consulter, sauf que nous, ça fait 40 ans qu'on vit l'exploitation pétrolière, donc on voudrait qu'avant qu'on soit consulté, nous on a 5 demandes minimales, c'est qu'on ait les titres de propriété de notaire, puisqu'on vit là depuis toujours, etc., qu'on dépollue les zones, qu'on fasse un diagnostic sur les problèmes de la zone, qu'on nous compense pour les dommages subis. Avril 2014, donc c'est très récent, il y a une table de dialogue qui se met en place, de discussion avec les populations sur place. Il y a quand même des engagements qui ont réussi à être pris de la part du gouvernement en termes de dépollution, etc. Actuellement, on est dans ce processus-là où la consultation, elle doit avoir lieu très prochainement puisque le contrat de la concession pétrolière se termine en août 2015. Il faut faire un appel d'offres et il faut y réattribuer la concession. Il faut savoir que normalement, une consultation, c'est pour dire oui ou non. Ici, dans ce cas-là, les populations, elles n'auront pas le droit de dire oui ou non. Ça fait déjà 43 ans qu'il y a de l'exploitation pétrolière et c'est un lot qui est stratégique et qui produit le plus en termes de pétrole au Pérou. Mais par contre, ils sont censés être consultés sur les conditions sur lesquelles se baserait l'appel d'offres. Donc finalement, les conditions minimales que devrait remplir la prochaine entreprise, soit c'est la même, la Plus Pétrole, soit la suivante, pour continuer à exploiter le pétrole. Actuellement, le gouvernement est en train d'essayer de négocier pour que on fasse en même temps la consultation et en même temps on publie l'appel d'offres. Sauf que les populations sont censées se déterminer sur les conditions qui doivent être incluses dans l'appel d'offres normalement. Notre partenaire accompagne les populations sur tous ces processus de négociation actuellement et leur disent attention, il faut que dans le prochain appel d'offres soient inclus très clairement les dispositions auxquelles devraient faire face les entreprises, parce que sinon il y a quand même un risque que l'entreprise qui reprenne cette concession pétrolière se retourne contre l'État péruvien dans les mécanismes de règlement des différends au niveau international, comme au niveau de la Banque mondiale, en disant « mais ça c'était pas ce à quoi on s'était engagé. Nous, les conditions ont changé, etc. » Donc il y a quand même un risque réel pour les populations. Voilà, c'est un exemple, mais c'est malheureusement pas le seul cas, ni au Pérou, ni dans le monde, et notamment en Amérique latine, on a quand même sur les 15 dernières années un développement phénoménal de méga-projets en termes d'extraction minière, extraction pétrolière, barrages hydroélectriques, etc., avec des États qui facilitent les investissements, qui dérégulent, ou qui mettent en place des choses pour faciliter les investissements étrangers, en contradiction avec les droits des populations, et on a X mouvements de population qui essayent de lutter contre ces phénomènes-là. Ces populations, ça fait 43 ans qu'elles subissent l'exploitation pétrolière, elles se sont mobilisées, etc. Elles ont déjà été formées, elles ont un discours qui est assez basé sur les droits, hein. Elles disent, voilà, nous ce qu'on réclame, c'est pas la lune, c'est juste qu'on applique nos droits et qu'on respecte nos droits. Actuellement, là, il y a urgence puisque le processus de consultation, il est imminent, donc ça va être de l'accompagnement technique sur les processus de négociation, sur ce qu'ils doivent accepter ou non. Voilà, donc c'est très concret. Dans d'autres cas, dans la région de Caramarca par exemple, ils accompagnent aussi des populations dans des processus de formation, justement pour que les gens soient alertes et puissent eux-mêmes déterminer que ça oui, ça non, quel mécanisme on peut utiliser quand il y a un problème, quel recours on a le droit, etc., qui puissent finalement défendre leur mode de vie, leur vision du développement. Souvent ils disent nous on n'est pas contre le développement, mais on n'a pas la même vision du développement. Là il y a un des chefs des communautés qui disait nous le développement pour nous c'est pas d'avoir des discothèques par exemple. Et en plus le gouvernement dit oui mais l'exploitation pétrolière minière ça apporte du développement. Les régions qui ont de l'exploitation pétrolière elles ont le droit à 5% de revenus de plus que les autres. Sauf que ça a été prouvé par toutes les études étatiques que ces communautés-là, elles avaient un accès aux services de base de santé et d'éducation bien inférieur. Pour l'instant,
Ils sont en train de travailler sur ce mécanisme-là. Ils ont quand même demandé une table de dialogue, ils l'ont obtenue. En avril 2014, il y a quand même eu des engagements de l'État en termes de dépollution, etc. Eux, ils disent, voilà, en ce moment, on nous parle de technologie de pointe. Pourquoi ils n'utilisent pas leur technologie de pointe pour déjà dépolluer les zones et puis pour les futures exploitations pétrolières? Parce que voilà, on parle de technologie de pointe. Comment ça se fait qu'il y a encore des fuites comme ça pétrolières qui soient en plus pas comblées, en fait? C'est toute cette problématique-là. Ils ont eu des multimobilisations. Là, on est à ce moment-là. Après, j'allais dire, c'est tout le travail de notre partenaire aussi, de voir, voilà, on ne va pas anticiper la suite, mais après, ils sont dans l'accompagnement sur tous les mécanismes qui existent. Mais avec l'utilisation de différents mécanismes, la négociation, etc., mais aussi les mécanismes juridiques au niveau étatique et au niveau interaméricain, des mécanismes de sensibilisation de la population et sensibilisation des médias, parce que les médias ont un gros rôle quand même dans la vision qu'ils donnent de l'exploitation minière et pétrolière. Par exemple, ils ont invité des journalistes à aller dans la zone en décembre 2013 et ils ont invité le rapporteur spécial des Nations Unies pour les populations autochtones. Ça fait partie des mécanismes d'avoir des journalistes qui connaissent la situation, qui peuvent le relayer, etc., qui peuvent dénoncer. Il y a des réseaux aussi, ils travaillent en réseau au niveau national avec différentes organisations, etc. La nécessité de combiner les actions, une action n'est souvent pas suffisante, mais elle est quand même nécessaire, mais souvent il faut la combiner avec différents types d'actions. C'est tout ce point-là de dire attention, dans l'appel d'offres, il faut qu'il y ait des dispositions extrêmement précises sur ce que l'entreprise va s'engager à faire. Parce que là, dans ce cas-là, c'est pas une seule et même entreprise qui a exploité pendant 43 ans. D'abord, on avait une première entreprise à capital américain. Ensuite, en 2000, on a Plus Pétrole à capital argentin, mais capital de manière indirecte hollandais, qui a repris l'entreprise. Mais par contre, ils ont repris l'entreprise en s'engageant à combler les dommages environnementaux de l'ancienne. Le problème après, ça a été les sanctions. Il y a eu des sanctions, mais qui n'ont jamais été mises en œuvre. C'est aussi le côté il y a des lois qui existent, il y a des agences de contrôle, etc. Mais derrière, il n'y a pas de volonté politique de mettre en œuvre de sanctions et d'obliger l'entreprise à... Voilà. C'est tout le travail d'accompagnement, de dire attention, dans l'appel d'offres, il faut des dispositions très très précises. Au niveau du travail, en général, non. Et ça, c'est le cas pour toutes les industries extractives, etc. Souvent, on dit que quand il y a, par exemple, un projet de mine, ça fournit du travail peut-être au tout début, mais après, c'est manier des machines très techniques, etc. Donc, c'est des gens qualifiés. Donc, en général, les gens du coin n'obtiennent pas de travail. En termes de services basiques, ils ont. Et d'ailleurs, je lisais une interview d'un des responsables de communauté qui disait, bah oui, ils disent que l'entreprise fournit de l'argent à l'État, à la direction régionale de la santé pour construire des postes de santé, etc. Dans les faits, la direction régionale de la santé et les autorités locales, elles ne le mettent pas en œuvre. C'est des populations qui vivent de la chasse et de la pêche. Leurs besoins primaires en termes d'alimentation, d'eau, etc. ne sont pas comblés. Dans la déclaration, là, au niveau d'urgence de ces 3 bassins, ça veut dire que l'État envoie des aliments et de l'eau dans ces populations-là. L'État envoie des pastilles de chlore. Les populations, elles disent, c'est bien gentil d'avoir des pastilles de chlore, mais les pastilles de chlore contre les métaux lourds, ça ne résout pas le problème. Ils disent au contraire, l'État, il dit que l'exploitation minière et pétrolière, ça apporte du développement au pays. Souvent, il y a des grandes campagnes de publicité, oui aux mines, etc. Ça rapporte des ressources. Il faut savoir que c'est 60% d'exportation du Pérou en termes de mines et d'hydrocarbures, ça représente moins de 10% du produit intérieur brut, et que pour ces populations-là, elles disent, nous on nous parle de développement depuis 43 ans, mais nous ça va à l'encontre de notre développement. Il y a eu le gouvernement d'Alan Garcia, il y a eu actuellement le président élu depuis 2011 et on voit que sur ces 2 derniers présidents élus de manière démocratique, il y a une tendance à la dérégulation complète. Là, depuis les derniers mois, au Pérou, donc je vous ai dit, il y a un certain nombre d'agences étatiques de contrôle, etc.
Sauf qu'ils ont décrété que, en général, et sur les deux gouvernements démocratiques c'est le cas, c'est le ministère de l'Énergie et des Mines qui a pouvoir prédominant sur tous les autres ministères. Et récemment, les études d'impact environnemental, auparavant il y avait 8 mois pour les faire, maintenant il n'y a plus que 45 jours. Les agences étatiques qui font des commentaires sur les études d'impact social et environnemental qui seraient considérées comme pas directement dans leur domaine sont soumises à sanctions. L'agence de contrôle environnemental, on vient de lui enlever ses fonctions de sanction en lui disant mais avant de faire des sanctions il faut faire de l'éducation. Donc c'est une agence qui va avoir un pouvoir éducatif auprès des entreprises. Voilà. Alors qu'on voit dans ce cas-là que même s'il y a des sanctions, enfin là les sanctions elles n'ont pas été mises en œuvre et qu'il y a un certain nombre d'agences étatiques qui ont essayé de faire leur travail, etc., qui ont dénoncé, il y a eu des commissions au niveau du Congrès, etc., mais que derrière c'est au niveau même du plus haut niveau de l'État en fait, où il n'y a pas cette volonté-là de mettre en œuvre et d'obliger l'entreprise à dépolluer, à arrêter les fuites de pétrole, etc. Parce que des sanctions, il y en a eu. Il y a des phénomènes de déplacement, mais il y a aussi des phénomènes où les gens disent bah, c'est notre milieu de vie et nous on veut y rester. Et c'est pour ça que ces populations-là, elles réclament les titres de propriété de leurs terres et elles réclament de la dépollution. Et donc leur solution, c'est pas de se dire on va aller vivre ailleurs, là c'est pollué, on va aller vivre ailleurs. Là on a 122 communautés qui sont toujours là et qui veulent que quelque chose soit fait. Et qui, malgré la situation, ont finalement de l'espoir que les zones soient dépolluées et qu'elles puissent continuer à vivre. Mais effectivement, c'est très très problématique. Dans d'autres cas miniers au Pérou, on voit que les cas de pollution, etc., ça affecte les rivières, mais ça affecte aussi le bétail qui s'abreuve dans ces rivières. Donc certaines populations plus paysannes, par exemple, bah, elles produisent du lait, du fromage. Bah, en fait, on détermine que leurs produits sont pollués, donc on leur achète plus leurs produits, donc ils n'ont plus de source de revenus, etc. Donc c'est à la fois un impact direct sur leur santé et leur alimentation, ça c'est le premier point, mais c'est aussi un impact direct sur leur source de revenus. Et souvent ces populations-là, elles disent voilà, nous on réclame pas des choses extraordinaires quand même, on réclame de pouvoir vivre de notre agriculture, ou eux ils disent bah, nous on réclame de pouvoir continuer à chasser et pêcher comme avant. Effectivement, c'est un phénomène au Pérou, très important au Pérou et dans beaucoup de pays d'Amérique latine aussi, où tous les gens qui s'opposent à ces méga-projets, en fait, finalement, il y a une technique de les criminaliser, donc de leur faire des procès. Et avec la problématique que bah, c'est des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des avocats. En plus, au Pérou, ils ont la technique qu'ils ils les mettent en procès à l'autre bout du pays. Donc il faut qu'ils aillent à l'autre bout du pays pour se défendre, etc. Et effectivement, la criminalisation des défenseurs des droits de l'homme, elle est très importante. Ici, on peut voir, il y a eu en 2008 des populations qui se sont dit bah, on va changer un peu de méthode d'action. Ils ont occupé des installations pétrolières et la piste d'atterrissage. Un petit groupe de population, ils ont envoyé 170 policiers, dont 90 membres des forces spéciales. Donc il faut voir aussi que, mine de rien, les moyens de l'État, ils sont là hein, quand il les faut. Et dans les cas de Caramarca, etc., de manifestations pacifiques des populations, ils envoient l'armée, les policiers, là il y a les moyens. Par contre, dans les cas effectivement bah, de colmater les fuites, de dépolluer, etc., là, des moyens de l'État,